Bienvenue dans ce podcast dédié à la formation réglementaire en assurance. Aujourd'hui, on va discuter de tous ces aspects fascinants qui couvrent depuis la typologie des entreprises d'assurance jusqu'aux procédures d'agrément, retrait, transfert et Mhm. liquidation. Oui. J'ai trouvé passionnant comment tout est articulé de la gouvernance à la gestion des risques. Tu pourrais nous éclairer sur le lien entre l'agrément et la supervision? Oui, justement, absolument. Euh, L'agrément constitue l'acte fondateur pour exercer l'activité d'assurance en France. Il est délivré par l'ACPR après une instruction qui combine des expertises juridiques, actuarielles et financières. Oui, c'est impressionnant, hein? Exactement, c'est super critique. En fait, il faut absolument préparer un business plan solide, détailler la gouvernance et le contrôle interne, et simplement, démontrer la viabilité économique par des projections actuarielles robustes. Ça demande vraiment une expertise multidisciplinaire. Et on parle aussi de retrait d'agrément, n'est-ce pas? Comment se structure ce processus? Oui, pour le retrait, on est déjà dans un niveau de mesure plus sévère. Le retrait d'agrément intervient lorsque l'assureur ne respecte plus, ses conditions, par exemple, une dégradation de la solvabilité ou des manquements graves de gouvernance. Il y a un processus itératif, une mise en demeure, des échanges contradictoires, puis parfois l'intervention d'un administrateur provisoire. Oui, c'est un processus très strict. J'ai remarqué que certains cas, comme celui de MTA, ont été emblématiques dans la jurisprudence. Peut-on dire que ces décisions ont renforcé la rigueur du système? Tout à fait, c'est comme un signal fort pour l'ensemble du marché. Exactement. L'arrêt de la Cour de cassation en 2013 sur MTA a confirmé que les autorités pouvaient, en cas de manquements avérés, retirer l'agrément pour protéger les assurés. Oui, mais je me demande, dans certains cas, la sanction n'est-elle pas trop brutale? C'est une bonne question. Hmm. Le retrait d'agrément, bien que sévère, est conçu comme une mesure de dernier recours pour éviter que des entreprises en difficulté compromettent la protection des assurés. L'idée, c'est de prévenir plutôt que de sanctionner purement. Parlant de prévention, j'ai vu que Solvabilité 2 intègre aussi une approche préventive, comme l'ORSA, non? Oui, en effet, l'ORSA, ou Own Risk and Solvency Assessment, est une évaluation interne des risques qui permet, aux assureurs de mesurer leur profil de risque et de définir des plans de rétablissement avant que la situation ne devienne critique. C'est vraiment un outil préventif central. Oui, ça montre qu'au lieu de simplement intervenir a posteriori, ils essaient d'anticiper. Puis, il y a le transfert de portefeuille, qui semble être une opération stratégique majeure, surtout dans le contexte de la consolidation du marché. Exactement, c'est au cœur des stratégies de redéploiement. Le transfert permet à un assureur de céder, pour optimiser son portefeuille, tout ou partie de ses engagements à un autre assureur. C'est encadré juridiquement par le Code des assurances, notamment l'article L324.1, et doit garantir que les assurés conservent des garanties équivalentes. Oui, j'ai entendu parler d'exigences strictes pour que cette équivalence soit assurée. Et en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, comment se passe l'apurement des engagements? Très bien exposé, c'est un processus extrêmement technique. Pour la liquidation, on est dans une procédure qui organise la cession des actifs et l'extinction des passifs, en tenant compte de la longue durée des contrats d'assurance. Là, le régime est spécial, avec par exemple le système du double liquidateur, un liquidateur judiciaire et un administrateur provisoire apportant une expertise technique spécialisée. C'est vraiment une complexité que je ne soupçonnais pas au départ. Intéressant aussi la partie sur la comptabilité et IFRS 17 qui redéfinit la reconnaissance des contrats d'assurance. Tu peux nous en dire plus? Certainement, c'est une révolution. Avec IFRS 17, les entreprises d'assurance doivent désormais reconnaître leurs contrats de manière économique, en décomposant la valeur en trois composantes principales: les flux de trésorerie futurs, le risk adjustment et la contractual service margin, CSM. Cela permet une comparaison plus transparente et reflète le réel service fourni. C'est vraiment un changement de paradigme par rapport aux pratiques antérieures. Et ce qui est, particulièrement important, c'est l'impact sur les états financiers. Le bilan et le compte de résultat deviennent plus parlants vis-à-vis des risques réellement supportés. Absolument, et c'est une avance majeure pour la discipline du marché. Par ailleurs, il faut noter que la fiscalité des entreprises d'assurance suit lui aussi des règles bien particulières, adaptées à la nature de l'activité. Les provisions techniques, les règles sur les placements et les spécificités de la TVA, par exemple, sont pensées pour refléter la réalité Oui, ça montre économique. bien la spécialisation du secteur.
Ce qui me semble super important, c'est aussi l'intégration des critères ESG dans l'ensemble du dispositif, notamment dans Solvabilité 2. Qu'en Eh penses-tu? bien, c'est un vrai enjeu prospectif. Exactement. On observe une montée en puissance pour intégrer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cela se traduit, par exemple, par l'ajustement de la marge de risque et des reportings pour inclure des scénarios climatiques. L'idée est de rendre compte non seulement des risques traditionnels, mais aussi des impacts de la transition énergétique. Cela semble essentiel dans le contexte actuel. J'ai aussi noté que le cours aborde le plein sujet de la réassurance, avec des solutions alternatives comme les cat bons ou sidecar. C'est un domaine qui devint, selon moi, un véritable levier stratégique. Effectivement, les réassurances non proportionnelles telles que l'excédent de sinistre ou les cas de bons jouent un rôle stratégique en couvrant les gros sinistres. Oui, et on voit aussi une tendance vers des solutions hybrides, par exemple l'utilisation de captives et de véhicules de titrisation pour internaliser une partie des risques. Cela permet une optimisation du capital et une diversification des C'est un sources de point qui mérite financement. d'être souligné car ça montre l'évolution vers une gestion plus fine des risques d'assurance. Par ailleurs, la gouvernance et le contrôle interne avec les trois lignes de défense apportent une approche très structurée pour maîtriser les risques. Oui, et c'est fondamental. La responsabilité n'est plus subie. Elle est activement gérée grâce aux fonctions dédiées comme la gestion des risques, l'audit interne, etc. Tu mentionnes aussi la digitalisation. Dora et la transformation digitale de l'ACPR par X. Ça semble vital dans ce contexte. Oh oui, la digitalisation transforme entièrement les relations entre les entreprises et les superviseurs. Le portail ACPR Connect en est une illustration parfaite. Il permet d'automatiser les formulaires et, de raccourcir considérablement, par exemple, les délais de traitement des demandes d'agrément. C'est un outil qui améliore la transparence et facilite la Tout à communication fait. des C'est une informations. amélioration majeure pour optimiser la supervision. Peut-on dire que cette modernisation renforce également la protection des assurés? Oui, absolument, parce que plus de transparence et une meilleure traçabilité assurent une réponse plus rapide, en cas de défaillance. Pour résumer, les trois acquis majeurs du cours sont la vision holistique du cadre prudentiel, la culture renforcée de la gouvernance, avec l'accent sur les fonctions clés, et l'ouverture sur l'innovation et la durabilité. Exactement. Tu penses que ces acquis préparent suffisamment les professionnels à relever les défis futurs, par exemple aux évolutions démographiques ou aux risques émergents? Bien sûr, ils offrent une base solide pour comprendre comment chaque volet, de solvabilité 2 à la réassurance, s'articule dans un système global. En effet, la capacité à faire dialoguer ces piliers, réglementaires, comptables, financiers et technologiques, détermine les leaders du marché de demain. C'est une approche tellement intégrée et interdisciplinaire qui fait la force du secteur. Un autre aspect abordé concernait la fiscalité spécialisée. Peux-tu nous résumer en quelques mots son impact sur la compétitivité des assureurs? Absolument. La fiscalité, en adaptant la déductibilité des provisions techniques et le traitement des placements, sert à optimiser la charge fiscale sans fausser le véritable profil économique de l'entreprise. Et cela permet aux assureurs de mieux investir et de soutenir leur croissance tout en restant compétitifs sur un marché international. Oui, c'est un équilibre délicat mais crucial, pour s'assurer que les innovations et les investissements durables soient possibles. Il faut aussi souligner que l'ensemble de cette formation, avec ses annexes et modèles, fournit un outil précieux pour développer une analyse multidimensionnelle, juridique, financière, actuarielle et commerciale. Exactement, c'est vraiment un guide de référence qui aide à la fois dans la théorie et dans la pratique quotidienne. Pour conclure, le message clé est que maîtriser l'assurance aujourd'hui signifie conjuguer la rigueur réglementaire, l'excellence technique et l'agilité stratégique. La performance durable dépend de la capacité à mettre ces savoirs en pratique et à les actualiser continuellement. Tout à fait, ça montre bien que le secteur est en constante évolution et que rester informé et adaptable est crucial. Merci pour ces éclairages très complets. Un dernier point. Comment, selon toi, les professionnels devraient aborder les défis futurs, notamment ceux liés à la digitalisation responsable et aux risques émergents? Eh bien, il faut, hommes, se concentrer sur l'adaptation continue, la formation hybride, entre actuariat, data science et finance durable, et surtout, intégrer ces nouveaux enjeux dans la gouvernance quotidienne.
C'est un véritable appel à l'innovation et à la coopération alors. Oui, tout à fait, et à ne jamais perdre de vue l'essence de la protection des assurés. En résumé, cette formation permet non seulement de comprendre l'histoire et l'évolution des entreprises d'assurance, mais aussi d'acquérir une vision prospective sur un marché en pleine mutation. Mhm. C'est essentiel pour maintenir une valeur ajoutée constante dans la pratique professionnelle. Merci pour ce dialogue riche et instructif. Je pense que nos auditeurs repartiront avec une meilleure compréhension de ce cadre complexe et évolutif. Absolument. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Continuez à vous former et à innover, car c'est cela qui fera la différence dans l'assurance de demain. Et, n'oubliez pas, la clé est de conjuguer rigueur réglementaire, excellence technique et agilité stratégique. À très bientôt pour un prochain épisode. Oui, merci, à bientôt.